résumez souvent ces trois idées, efficacité, efficience et occupation du temps, par cette même phrase, éviter le stress. Mais au fait, que savez-vous du stress? Tout, par définition, pourrait apporter un certain stress. Payer un loyer, aller travailler à droite à gauche, des petits jobs, les relations sentimentales, tout peut apporter un certain stress. C'est à chacun de placer ses priorités et disons de relativiser certaines choses, quoi. Enfin, en général, je suis assez, j'essaye de pouvoir gérer, mais je suis toujours pris de court, et puis à la dernière minute, c'est la panique, et je suis assez speed. Je suis un peu plus stressé que les autres, puisque je suis toujours pressé quand j'ai mes périodes d'examen ou quand j'ai des devoirs à rendre, parce que c'est tout le temps au dernier moment. Mais je pense que c'est bien des fois de prendre son temps pour faire quelque chose, pour approfondir, pour faire certaines choses. Des fois, il faut savoir passer vite sur des détails, sur des choses comme ça. Donc, gérer le temps, oui, ça serait l'idéal, mais bon, moi, je sais que personnellement, je suis toujours à la bourre pour rendre mes devoirs. Le stress est un ensemble de perturbations biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme. Toute modification entraîne une réaction d'adaptation ou réaction de stress. Un changement de cours, un nouveau professeur, une activité à faire dans un temps bien déterminé. Le stress est donc la réponse unique qu'apporte l'organisme à ce changement. C'est la réponse à une perturbation, qu'elle soit agréable ou désagréable. Cette prise de conscience est importante. Le stress n'est pas la conséquence d'une surcharge de travail. Il peut intervenir en effet avec une faible charge. Il traduit notre incapacité à réagir de façon différenciée en fonction des événements. C'est en cela que la gestion du temps va nous aider, car elle nous permet de diminuer la pression des événements et dans ce cas, de conserver toute notre capacité de réaction. À l'origine, le stress n'est ni bon ni mauvais, il est biologique. C'est une énergie, une force qui nous fait réagir et qui nous pousse jusqu'à nos limites. Il est à ce moment-là positif. D'ailleurs, écoutez ce que dit Dominique Chalvin. Il dit que le niveau optimal de stress est la dose de stress biologiquement nécessaire à tout individu pour fonctionner harmonieusement avec sa personnalité et ses possibilités d'adaptation. Vous traduisez généralement cela en disant « j'ai confiance, je suis bien dans ma tête ». Si nous observons la relation entre charge d'activité et temps disponible, qu'observons-nous? Nous voyons que le maintien d'un équilibre entre notre activité et notre temps demande une certaine énergie, c'est la zone de stress optimum. Si notre charge d'activité augmente, mais que nous ayons du temps disponible, soit parce qu'il est libre dans notre agenda, soit parce que nous savons le dégager, cet équilibre sera maintenu. Nous resterons donc dans la zone de stress optimale. La consommation d'énergie restera la même. Par contre, que nos charges d'activité augmentent brusquement et que notre temps reste ce qu'il est, nous allons rentrer dans une zone de suractivité. Nous allons épuiser nos facultés d'adaptation. Nous allons perdre notre capacité à réagir. Et pour essayer de retrouver cet équilibre, il va nous falloir une énergie beaucoup plus grande. Nous sommes donc en zone de surstress. Et vous en connaissez les conséquences. Ce sont des trous de mémoire, c'est la difficulté à se concentrer. Observons un autre équilibre ou déséquilibre. Si nous avons peu d'activité et beaucoup de temps, il nous faudra peu d'énergie pour arriver à tout faire. Nous allons donc être forcément dans une zone de sous-activité, dans une zone de sous-stress. L'énergie diminuera et les conséquences ne sont pas bonnes non plus, vous les connaissez. Vous dites, j'ai trop de temps, je ne sais pas que faire, je suis déprimé. Vous allez perdre votre envie d'agir, vous allez perdre votre motivation. Mais que, subitement, votre temps diminue ou que vous retrouviez une charge
d'activité importante, que vous arriviez à nouveau à rétablir cet équilibre, que vous retrouviez votre consommation d'énergie optimale, à ce moment-là, vous serez à nouveau dans la zone de stress optimale et vous retrouverez toute votre capacité d'agir, tout votre entrain, toute votre motivation. Ce schéma fait apparaître la nécessité de toujours maintenir cet équilibre entre activité et temps pour rester efficace. Il permet aussi de comprendre que pour gérer son temps, il faudra non seulement tenir compte de la nature de l'activité, mais aussi du contexte dans lequel elle va se dérouler. Pour être efficace, nous devrons chercher à nous maintenir dans la zone de stress optimum, qui est la zone de stress positif. Mais nous serons inefficaces chaque fois que nous basculerons dans une zone de surstress ou de sous-stress, qui sont des zones de stress négatif. Je vous propose de recenser vos propres déclencheurs de stress. Et surtout, n'omettez pas de noter ceux que vous vous créez vous-même. Par exemple, votre montre. Regardez l'heure constamment lorsque vous êtes en retard. Cela ne vous fera pas aller plus vite, puisque vous faites déjà le maximum. Par contre, cela va faire monter la pression des événements et vous risquez d'aller beaucoup plus lentement. Il est important de recenser ce qui naturellement déclenche votre stress, mais aussi ce que vous faites qui vous déclenche des stress qui vous sont propres. Il faut savoir que nos actions s'inscrivent dans une contradiction permanente entre les buts que nous poursuivons et nos valeurs personnelles, entre le désir et l'interdit, entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de notre vie relationnelle. C'est ainsi que notre cerveau émotionnel nous pousse à privilégier le plaisir, à réaliser des actions agréables avant des actions désagréables. Tandis que notre cerveau rationnel, celui qui est piloté par le principe de réalité, nous pousse à réaliser des tâches risquées, des tâches importantes en tout premier lieu avant toutes les autres. Gérer son temps, c'est d'abord se maîtriser soi-même. C'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas judicieux de vous donner des recettes toutes faites, mais qu'il me semble préférable de vous aider à réfléchir sur votre relation au temps. Pour gérer vos activités, donc votre temps, il vous faudra tenir compte de ces deux dimensions que sont vos deux cerveaux, si je puis m'exprimer ainsi, et délimiter pour chaque événement un espace, un cadre, dans lequel le maintenir pour avoir cet équilibre de stress optimum. Or, ceci ne nous est pas naturel. Nous avons tendance toujours à privilégier l'une ou l'autre des attitudes qui nous poussent dans la spirale de la déprime ou du surmenage. Pourtant, si nous savons maintenir l'équilibre entre temps et activité, le stress optimum correspond, comme le montre le schéma, à un état idéal de performance. Pourquoi ne maintenons-nous pas spontanément cet équilibre? Parce que nous avons tendance à penser en immortel. J'ai la vie devant moi, j'ai tout mon temps. Voilà des phrases qui montrent que nous pensons pouvoir gaspiller le temps, que nous pensons ne pas toujours devoir l'utiliser de façon efficace. C'est dire que nous lui attribuons peu de valeur, avec toutes les conséquences que cela suppose. Si nous attribuons peu de valeur au temps, pourquoi devrions-nous le gérer, c'est-à-dire l'organiser, le planifier, l'anticiper? Donc, nous réagissons aux sollicitations au coup par coup, sans planification, ce qui nous demande beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faudrait et nous entraîne dans la suractivité, donc le surstress. Si nous n'anticipons pas, c'est que nous accorderons le même temps à chacune de nos activités, ou tout au moins que nous le répartirons en fonction de notre humeur, en fonction du plaisir que nous procurent les tâches. Nous aurons donc une répartition irrationnelle de notre temps. Nous allons consacrer la plus grande partie de notre temps aux activités qui nous procurent le plus de plaisir à vivre, et ce ne sont pas forcément celles qui ont la plus forte valeur ajoutée. Nous manquerons d'efficacité et de cohérence. De plus, nous devons toujours garder à l'esprit la loi de Murphy qui dit que chaque activité prend toujours plus de temps qu'on ne le prévoit. Nous imaginerons des limites pour chacune de nos activités et nous les dépasserons. La partie assurée du schéma matérialise ce dépassement et nous voyons qu'il est souvent cumulatif.
C'est lui qui nous fait entrer dans l'urgence permanente, incontrôlée. Nous sommes dans la zone du surstress. Nous entrons dans le cycle de l'efficacité minimum avec aucune possibilité de nous améliorer puisque nous réagissons au coup par coup et que nous ne cherchons pas à prendre la durée de chaque tâche. Sans cette connaissance, nous devenons les hôtes privilégiés des voleurs de temps. Ils accentuent le décalage de notre planning, ils accentuent l'urgence dans laquelle nous vivons, ils augmentent notre surstress. Autre règle que nous devons garder constamment à l'esprit, la loi de Parkinson, qui dit que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on en utilise, sans pour cela que le résultat soit meilleur. Cette loi nous pousse à ne pas différencier procrastiner et temporiser. Procrastiner, c'est la tendance naturelle à remettre au lendemain les choses désagréables, une décision à prendre, de façon totalement irrationnelle. Tandis que temporiser est la façon réfléchie, raisonnée, que nous avons de remettre à plus tard une activité. Sans gestion du temps, nous aurons tendance à procrastiner. Vous le voyez sur le schéma, une partie de l'activité de la veille, l'activité jaune, serait reportée au lendemain, au surlendemain, et ainsi de suite. Nous perdrions encore davantage en efficacité. Arrêtons-nous quelques instants pour que vous puissiez identifier. Pour vouloir gérer son temps, il faut inverser notre tendance naturelle et penser en mortel et non plus en immortel. Mon temps est précieux, je n'ai pas de temps à perdre, nous amène à considérer le temps comme une valeur précieuse,